Bon, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de la vidéo d'avant, je suis juste passé à la suivante, hein. Enfin, ce qu'on avait vu, c'était les REP, REP+. Je connaissais pas trop ce terme, donc on va voir ce que c'est. Donc REP, REP+, c'est quoi? Qu'est-ce que l'éducation prioritaire? Vous saurez tout. Moi, je connaissais le terme ZEP, mais je connaissais pas le terme REP, REP+. On va voir ce que c'est. Alors, que signifie pour un élève être scolarisé dans un établissement identifié réseau d'éducation prioritaire? Alors voilà, réseau d'éducation prioritaire, donc c'est ça le REP. REP+, je suppose que c'est encore plus prioritaire, on va voir ça, hein. Quels sont les critères pour qu'une école ou un collège devienne REP? Explication. À la rentrée 2020, 1094 réseaux composent la carte de l'éducation prioritaire. Au sein de chacun d'entre eux sont associés un collège et une ou plusieurs écoles primaires dont les élèves, le plus souvent issus de milieux populaires, rencontrent des difficultés d'ordre scolaire et ou social. Ok. Alors, 730 collèges se situent en REP, réseau d'éducation prioritaire, et 364 sont classés en REP+. On ne parle plus de ZEP. Voilà, je ne savais pas. Donc là, les zones d'éducation prioritaire, c'est fini. Maintenant, on passe en REP et REP+. Donc ça c'est fini depuis la refonte de la carte d'éducation prioritaire appliquée à la rentrée 2015. Ah, ça date, pourtant j'étais même pas au courant. Et les lycées n'y sont plus intégrés. Donc là c'est juste primaire et collège. Alors qu'avant ça concernait apparemment primaire, collège, lycée, je suppose. Comment un établissement devient-il REP? Alors, quels sont les critères pour devenir REP? Le ministre de l'Éducation nationale classe les établissements en fonction de l'indice social. Celui-ci comprend 4 paramètres qui peuvent affecter la réussite scolaire. Alors, les 4 paramètres sont... Alors, on va faire dans l'ordre... Oula. Okay. Le taux de catégorie socio-professionnelle défavorisée. Ça doit être les métiers socio-professionnels. Ouais, c'est les métiers et la situation sociale. Le taux d'élèves boursiers. Donc ça, c'est ce qui se traduit aussi indirectement de la catégorie socio-professionnelle, je suppose, hein. Ça m'a l'air d'être un peu le même, mais peut-être qu'il y a des différences. Le taux d'élèves résidant dans un QPV, donc quartier prioritaire, et la politique de la ville. Donc ça, c'est le côté géographique. Le taux d'élèves ayant redoublé avant la 6e. Donc là, c'est interne à l'école. Donc on répète, hein, c'est le taux de catégorie socio-professionnelle défavorisée. Donc ça, c'est les conditions socio-professionnelles certainement des parents. Le taux d'élèves boursiers qui se traduit un petit peu par rapport au premier, enfin pour moi c'est peut-être un peu les mêmes, enfin je vois pas la différence honnêtement. Le taux d'élèves résidant dans un QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, donc ça par contre c'est différent pour moi, c'est le côté géographique. Et le taux d'élèves ayant redoublé avant la 6e, là c'est vraiment de voir un petit peu le niveau intrinsèque de chaque élève dans un établissement. Alors, les 3 premiers critères sont plus ou moins liés au revenu de la famille. Par conséquent, dans un établissement REP, il y a plus d'élèves dont les parents ont des faibles revenus que dans d'autres établissements. Or, ces élèves sont davantage touchés par l'échec scolaire que les autres. Donc, plus le revenu de la famille est bas, plus les élèves ont des basses notes. Ainsi, sous la supervision du secrétariat d'État dédié à l'éducation prioritaire, qui existe depuis 2020, la politique et l'éducation prioritaire se donnent comme objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. D'accord, oui, c'est un beau message, hein. Alors, être dans un établissement REP, cela veut dire quoi? Oui, au final, ça sert à quoi d'être dans un établissement qui est classé REP, hein? À quoi ça sert? Comment c'est utile aux enfants? Comment c'est utile aux professeurs, etc. Quelle politique prioritaire peut être menée? Est-ce qu'il y a des subventions spéciales? Est-ce qu'il y a des politiques de ville spéciales, etc. Comment réduire les écarts de réussite entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas? Alors, être en REP signifie que les élèves et les équipes éducatives bénéficient d'un meilleur accompagnement dans leur apprentissage. Par quoi ça se traduit? Il faudra voir dans le détail. Afin de réduire ces inégalités et d'améliorer les résultats scolaires. Alors, est-ce qu'ils le disent concrètement ce que c'est ou pas? Oui, il y a des mesures concrètes, c'est intéressant, on va voir. Si vous êtes scolarisé dans un collège REP, vous bénéficiez notamment d'une classe avec moins d'élèves, donc 25 élèves maximum, d'un soutien spécifique si vous êtes en 6e et que vous connaissez des difficultés. Est-ce que c'est un soutien individuel ou est-ce que c'est un soutien collectif en petit groupe? Reste à savoir.
de financement pour effectuer des projets, des sorties. Donc ça c'est un petit peu le côté ouverture culturelle sur le monde. Je suppose que si on est dans un quartier, une cité, enfin une école dans un quartier, ils vont nous emmener dans le centre-ville, enfin ils vont emmener les enfants dans le centre-ville pour voir des musées ou des fermes pour voir des animaux, ce genre de choses. Alors, internat à proximité dans certains cas. D'accord, intéressant, pourquoi pas. Ça, je suppose, je pense pas que ça soit pour les primaires, enfin, faudrait voir. Plusieurs moyens sont mis à disposition des élèves en éducation prioritaire. On propose du soutien et de l'aide aux devoirs aux élèves. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, pour ceux qui ont des parents qui connaissent peut-être pas très bien le français ou qui n'ont pas été à l'école longtemps, c'est pour rétablir une certaine inégalité de départ, c'est intéressant. Des dispositifs comme le cordé de la réussite. Attends, cordé, ce premier de cordé, ça me fait penser à Macron, ça. Explique Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée d'éducation prioritaire. Donc c'est un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite. Hein. Donc à voir, est-ce qu'il y a des très bons élèves qui sont mis dans des groupes pour apprendre aux autres élèves? Je ne sais pas comment ça se passe, c'est pas précisé apparemment. Les professeurs sont davantage formés et bénéficient d'une prime supplémentaire. Voilà, donc il y a un côté augmentation de salaire, enfin, si c'est une prime, c'est pas le salaire, mais en tout cas, s'il y a une augmentation de revenus plutôt. Cela a pour but de les motiver à rester dans les établissements REP, encourage une meilleure relation avec les parents d'élèves et facilite la création de projets. Ouais, il y a un petit peu trop d'effets dans leur truc, je pense pas qu'il y ait autant d'effets à juste à donner une prime, peut-être. Par ailleurs, les REP accueillent généralement un assistant de prévention et de sécurité supplémentaire, ainsi que parfois un infirmier scolaire et un assistant social, afin d'offrir un cadre propice à l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'assistant de prévention, de sécurité supplémentaire, un infirmier scolaire dans les écoles normales. D'accord, ok. Je sais pas quoi en penser là. Maintenant on va passer alors à un établissement REP+. Je suppose que les critères doivent être encore plus strict, j'allais dire, mais c'est pas le terme. Mais ça doit être des critères qui s'ajoutent au niveau de la ça doit être des critères qui s'ajoutent par rapport au REP normal. Les établissements classés REP+ concernent les quartiers ou secteurs isolés qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire. Donc avant c'était peut-être pas autant, maintenant ça augmente en intensité. Cela signifie que les élèves sont encore plus défavorisés que les autres et qu'ils bénéficient de moyens supplémentaires. Bon, tout simplement, d'accord. Donc ça c'est les pauvres des pauvres, entre guillemets quoi. En effet, en plus des dispositifs valables pour tous les établissements REP, un professeur d'un collège classé REP+, a moins d'heures de cours par semaine afin de lui permettre de prendre part à des initiatives pédagogiques collectives, d'organiser le suivi des élèves ou de rencontrer les parents. Donc il a plus de largesse pour faire autre chose que des cours. Du coup, ils enlèvent des heures de cours à moins d'heures de cours par semaine. Donc non, c'est un professeur qui a moins d'heures, donc il y a peut-être plus de professeurs. Peut-être que c'est ça. Un professeur de collégien a moins d'heures de cours par semaine, ouais c'est ça. Donc il est plus libre de faire d'autres activités que des cours, mais les élèves ont toujours autant de cours qu'avant. Je suppose. C'est fini, hein? C'est tout? Bon, moi c'était intéressant, mais c'est encore une fois, c'est... Ouais, remarque, c'était assez... J'aurais dit un peu plus d'informations, mais... Connaissez-vous la plateforme montage de 3e? Le stage d'observation s'avère parfois difficile à trouver. Ouais, non, ça sonne... Ah, réservé aux élèves des établissements des réseaux... Ah bah, ils ont des facilités de faire des stages, apparemment. Ouais, donc il y a encore un ajout de facilité pour essayer de rétablir une inégalité de départ. Donc, cet article intéressant qui a été fait par... Ce n'est pas marqué, peut-être au début. Non. Je ne trouve pas. Ah si, Clément Rocher. Donc ça concerne le nouvel REP, ça concerne plus les lycées, ça concerne juste les primaires et les collèges. Donc voilà pour cet article, je pense que je vais refaire un autre article, et puis si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une bonne journée, et une bonne activité, enfin n'importe quoi que vous allez faire, je vous souhaite de le réussir. Allez, à la prochaine.